et Kim Jong-un à Hanoï. À Hanoï. Écoutez, je ne sais pas comment on peut... Mais je veux dire que vous connaissez les secrets de Hanoï, vous avez vécu pendant 2 ans à Hanoï. Ah oui, oui, je connais bien Hanoï. Oui. Mais ça doit être des années qui marquaient, non? Oui, 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 oui. C'est une cité qui a été une ville, une capitale qui a été marquée par l'histoire et marquée par la présence française. Oui. Aujourd'hui, elle accueille un sommet historique. Espérons que, pour le moins, ils sortent de là de véritables accords de paix et de dénucléarisation. Hugo Oken est en train de montrer la photo et le sourire des 2 ex-ennemis, l'Amérique et le Nord-Vietnam. Ils ont oublié leur guerre, ils ont oublié leur mort, ils deviennent des alliés, ils se réconcilient. Ben, pourquoi pas, et tant mieux. Oui. Je veux dire, après, on verra si ce sont des hommes de confiance et de parole, s'ils tiendront leur parole jusqu'au bout. Donc d'abord, ça c'est le Vietnamien et l'Américain, mais il y a aussi Donald Trump et Kim Il-jong. C'est la rencontre de 2 symboles. Le capitalisme dominateur et cynique d'un côté, et le communisme policier et totalitaire. Puis ils font ami-ami. Ça vous fait pas drôle? Non, non, ça fait pas drôle. Je pense que ça participe du grand cinéma qu'il y a autour de Trump, mais aussi du dirigeant nord-coréen. Le grand cinéma autour de leur personne et de leur politique. Mais comme je vous le disais, si tout ça pouvait permettre à ce qu'il y ait une véritable politique de dénucléarisation de la part de ces 2 pays, tant mieux. Mais pour le chef du Parti communiste français, il n'y a pas une réflexion au-delà de ça? Les 3 patries du communisme, la Chine, la Corée du Nord et le Vietnam, les 3 s'ouvrent au marché, aux nouvelles technologies, au marché mondial, au commerce mondial, aux investisseurs étrangers, et en plus à des alliances qui étaient autrefois contre nature et qui envoyaient en prison. Est-ce qu'on peut défendre encore aujourd'hui une idéologie communiste qui est peut-être mortifère et fichue? Non, alors d'abord, vous allez un peu vite en besogne en mettant dans le même paquet ces 3 régimes. C'était des modèles avant. Qui n'ont rien. Non, jamais, non. Excusez-moi, hein, en tant que responsable du Parti communiste français, je peux vous le dire, ça n'a jamais été des modèles, ni aujourd'hui, ni avant. On n'a jamais considéré la Corée du Nord comme un modèle, comme un ami, la Chine, comme quelque chose qu'il ça fallait... c'est le passé. Mais ça doit faire réfléchir. Il faut être... sur l'ouverture nécessaire aujourd'hui. Il faut être sérieux. Et quand on est communiste français, on est communiste sur la base de ce que nous vivons dans notre pays. Nous sommes le Parti communiste français, pas le Parti communiste du RSS, de Corée du Nord ou de Chine. Et donc notre histoire, elle est née ici. On va fêter nos 100 ans l'année prochaine. Et cette histoire, elle est liée à la résistance, elle est liée au combat pour la paix que nous avons mené dans notre pays, elle est liée à 68, à 80. Beaucoup d'émotions à y penser, mais il ne faut pas oublier ses amis d'autrefois. Bon, le gouvernement néerlandais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il ne manque pas d'audace. En dépit des reproches et des accusations de la France, cette nuit, il a encore augmenté sa participation dans Air France KLM. Ce matin, il en détient 14% des parts, presque à égalité avec la France, 14,3. Hier, c'était un coup en douce, maintenant c'est un coup frontal. Qu'est-ce que fait la France? Eh bien, la France, elle est là en train de compter les points, bêtement. J'ai encore en tête Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui nous avait dit à l'Assemblée nationale, quand on dénonçait le fait que la France vende ses participations dans les grandes entreprises françaises, il nous avait répondu, mais la France n'a pas vocation à occuper un strapontin dans les sièges des conseils d'administration des grandes entreprises. Eh bien, résultat, ce sont d'autres pays qui le font à la place de la France. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'a pas envoyé des rafales au-dessus des Pays-Bas? Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ce qui doit primer quand on construit un groupe comme ça, qui est important pour un pays, c'est la coopération. C'est d'abord de travailler bien ensemble. J'ai l'impression qu'entre la France et les Pays-Bas, il y a un petit peu d'eau dans le gaz quand même. Ils ont du mal à se parler. Et la réponse du berger à la bergère, c'est que c'est la participation des Hollandais qui augmente dans le capital. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque? Mais moi, ça ne... L'attitude des Français ou l'attitude des Néerlandais? Non, ça ne me Néerlandais? choque pas qu'un pays rentre dans le capital d'une entreprise
pour avoir une maîtrise, une part de la maîtrise de cette entreprise. Enfin, le transport aérien, c'est important pour un pays. Je comprends que les Hollandais soient préoccupés de ça, et de la même manière, si la France est préoccupée, mais qu'elle monte au capital, au lieu de se désengager. Le président de la République a protesté et a réclamé on l'écoute, des explications au gouvernement. C'était à l'époque où ils étaient à 12,68 depuis 14. Il ne s'agit pas d'une question de souveraineté pour la décision néerlandaise d'entrer au capital d'Air France KLM. Ce n'est pas la souveraineté européenne qui est en cause sur ce sujet. Comme cela a été dit par les ministres compétents, le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions en cette affaire. Donc ça va chauffer entre les deux pays. D'abord on disait que c'était inattendu, inamical, inélégant, mais c'est quand même KLM qui est 80% des bénéfices et des profits du groupe Air France KLM. Hein. Mais je sens beaucoup d'improvisation du côté de la France. D'abord, il se laisse avoir par l'État hollandais qui augmente à 14% sa participation dans le capital d'Air France, et de l'autre côté, la France, en même temps, décide de privatiser ADP. Vous vous rendez compte quelle menace nous faisons peser sur le transport aérien? Non, mais nous nous opposons fermement à cette privatisation, justement, pour avoir une maîtrise, un certain contrôle de notre espace aérien et de notre compagnie aérienne. La France, Pays-Bas, KLM, Air France. En tout cas, on voit le Brexit, on voit Paris et Rome qui sont en difficulté ou en crise, la Hongrie et la Pologne qui sont en état de dissidence, l'Europe, comme dit Régis Lebray, c'est l'Europe fantôme. Et puis une autre affaire qui est lancée par nos amis Clélie et Romain et Challenge, Safran, le grand champion de l'aéronautique, de la défense et de l'espace, qui est en train de menacer d'aller installer 2 usines à l'étranger, qui ouvrent ses bras, plutôt qu'en France, parce qu'il y a une multiplication de complexité, de complications administratives, mais techniques ou technocratiques. Alors si tel était le cas, ce serait vraiment scandaleux. Tout doit être fait pour accueillir ces usines dans notre pays. Et d'ailleurs, moi je dis, mais venez chez nous, dans le Hainaut, dans le Valenciennois, on a accueilli une entreprise de Safran, Air France KLM, ils vont fabriquer les ailettes des moteurs des avions chez nous, à côté de Saint-Amand-les-Eaux, et bien qu'ils viennent s'installer. Nous, on leur a offert. Donc il y a un appel de Fabien Roussel et du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pour leur dire venez chez nous. Mais bien sûr, nous avons une industrie aéronautique, nous avons un savoir-faire reconnu dans un tas de domaines. Nous sommes une terre d'industrie et nous offrons les possibilités, les facilités administratives, puisque nous avons un service adapté à ça. Le président de Safran est au courant de cet appel que renouvellerait sans doute Xavier Bertrand. Pour les élections européennes, le Parti communiste et pour le parti, vous promettez toujours de rassembler le peuple français? Bien sûr. Nous nous adressons aux Français pour leur dire qu'aux élections européennes, il y a un autre choix entre la voie libérale, qui est celle qui est conduite par l'Europe depuis 40 ans, et la voie de l'extrême droite, qui est celle du repli sur soi et de la haine. Qu'est-ce qui justifie entre nous cette prétention à vouloir rassembler quand on est à 2% dans les sondages? Eh bien d'abord, c'est le début d'une reconquête. Ça fait 11 ans que le Parti communiste français a été absent des scrutins nationaux. Mais là, il faut que vous battiez les principaux adversaires et ceux qui sont en tête, qui sont les Le Penistes et les Macronistes. Ils dépassent les 20% dans les sondages. Je ne regarde pas les sondages tous les matins quand je me lève, sinon effectivement je vais faire une déprime. Ce que je vais regarder, c'est qu'il y a une élection qui arrive, où c'est l'occasion d'un débat entre les Français sur les choix, sur le type d'Europe que nous voulons. Nous voulons, nous, 2 choses. 1, faire respecter la souveraineté de la France. Les décisions doivent être prises ici, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et pas à Bruxelles. Et c'est pour ça que nous voulons faire respecter la démocratie et les choix des Français dans notre budget. Et d'autre part, nous sommes pour une Europe de la coopération entre les peuples. Nationaliser une Europe des travailleurs, une Europe où les salariés français ne seront pas en concurrence avec les autres salariés. Mais pour être à la hauteur du débat, etc., il faut peser. Quand on additionne les forces de la gauche avec les Verts, vous atteigneriez la gauche 20% des électeurs et 12% sans les Verts.
et avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, vous seriez 28. Vous disiez avec Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons pas la même manière de faire, et vous vous rappelez, vous disiez, nous tapons sur le même clou. Aujourd'hui, vous avez changé de clou. Non, c'est pas ça. C'est que là, vous additionnez des partis qui ont une conception de l'Europe qui est complètement différente. Il y a ces partis qui pensent que l'Europe, on peut la changer de l'intérieur à traité constant, c'est-à-dire sans changer les traités économiques qui nous font tant de mal. Que voulez-vous qu'on ait à faire avec le Parti socialiste qui, lui, a toujours défendu cette conception de l'Europe? À gauche... Il n'y a pas urgence à rassembler la gauche. Oui, mais... Vous allez vous transformer en, je sais pas, en tranche de saucisson, 2%, 3%, 4%. Monsieur Benoît Hamon qui veut rassembler les Français, il fait 3 ou 4%. Le Parti socialiste va faire 5%. Et puis les groupes, ensemble, vous ne seriez pas une force efficace pour faire avancer vos idées? Monsieur El Kabbach, si la gauche est si basse aujourd'hui, c'est qu'elle a tellement déçu, tellement tourné le dos à ses valeurs, tellement elle a l'occasion de plus tourner le dos et d'avancer de face. Mais non, elle a déçu parce que elle a fait il y a eu des alliances contre nature qui ont fait qu'une fois au pouvoir, nous n'avons pas fait ce pourquoi nous avons été élus. Donc il faudrait que demain, on recommence, on se mette ensemble alors que l'on ne pense pas la même chose et que demain, alors, il y aura peut-être des députés communistes élus avec le Parti socialiste, mais nous serions les mains liées et à défendre les traités européens. 2-3%, c'est terrible comme responsabilité. Écoutez, moi je préfère, en politique, on a besoin aujourd'hui de clarté, de sincérité, d'authenticité. On a besoin de ça. Il faut assumer ça vis-à-vis des Français. Et moi, je préfère dire aux Français, nous sommes nous-mêmes et nous vous proposons justement de nous donner plus de force. Et je pense que la gauche serait meilleure si le Parti communiste français faisait 10% que s'il restait à 2%. Ne risquez pas là de faire une démonstration de faiblesse le 26 mai. C'est c'est le signe du retour du Parti communiste français. Donc Parti ce matin, on dit, voilà, Parti communiste. Mais il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Vous dites ce matin, pas de front de gauche, pas d'alliance des gauches, terminal. On a besoin de s'adresser. En anglais, finish. On a besoin de s'adresser aux salariés, au monde du travail, d'offrir un espoir à gauche, de reconstruire la gauche. Et pour ça, il y a besoin d'un Parti communiste français. Ah bien, je regarde votre parcours. Vous avez habité à Champigny-sur-Marne, après venu de Hanoï. C'était le fief de Georges Marchais. Lui a gouverné avec l'Union de la gauche. Vous êtes aussi député du Nord, c'est le fief de Maurice Thorez, l'artisan du Front populaire. C'est un sacré héritage, Marchais et Thorez. Mais ministre de De Gaulle, Maurice Thorez avait dit aux ouvriers, il faut savoir terminer une grève. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire aux Gilets jaunes, les gars, arrêtez? Dans votre intérêt. C'est une très bonne référence parce que quand Thorez dit aux mineurs en 1936 il faut savoir terminer une grève, c'est parce qu'ils avaient obtenu beaucoup de choses à ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ont obtenu les Français après 3 mois de mobilisation? Déjà 10 milliards tout de suite. 10 milliards, et monsieur Cabage, 11 milliards 3, dit la Cour des comptes. Vous rigolez ou quoi? C'est quoi ces 10 milliards? C'est un début, hein, parce qu'il y a autre chose qui va arriver. Vous les rencontrez, les gens, là, ceux qui touchent 800, 900 euros, ceux qui touchent le SMIC, vous croyez que c'est sérieux pour eux d'aller chercher à la CAF leur augmentation de salaire? C'est une allocation qu'ils demandent. Ils ne demandent pas d'être méprisés à ce point-là, ils demandent une vraie augmentation de salaire. À égalité, les augmentations de salaire prévues par M. Macron via la CAF, quand on est un couple, quand on vit en couple et que monsieur gagne plus que madame, madame n'y aura pas droit parce qu'ils prennent en compte le revenu fiscal de référence. C'est de l'injustice totale. Et en plus, ils ne cotisent pas dessus. Ils ne cotisent pas pour la retraite, ils ne cotisent pas pour la maladie. C'est pas une augmentation de salaire. Sur les gilets jaunes, parce que ça a commencé... Il aurait mieux fait de mettre ces 10 milliards d'euros pour augmenter les catégories C de la fonction publique. Comme ça a commencé comme une révolte populaire qui avait le soutien de beaucoup de Français. Aujourd'hui, les gilets jaunes sont divisés, ils sont apparemment... presque exsangues idéologiquement, ils sont critiqués par la majorité des Français, par les commerçants, par les artisans. On est en train de compter les dégâts. Est-ce que vous leur dites entrez dans les derniers temps dans le débat, et si les propositions du président de la République le moment venu ne vous conviennent pas, recommencez à manifester? J'ai pas la même vision de vous de la situation d'aujourd'hui. Et la casse, les violences... D'abord parce que j'organise moi-même des débats dans ma circonscription. J'ai distribué 50 000 cahiers de doléances ici, et ce que je reçois et ce que j'entends en circonscription, c'est que la colère
elle est toujours forte. Les gens en ont marre de se sentir méprisés, de vivre avec des pensions aussi basses, de perdre des sous alors que les factures augmentent, ça devient insupportable. Et en même temps, parallèlement, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Alain Juppé qui est nommé au Conseil constitutionnel, qui va toucher 16 000 € net par mois, alors qu'il pourrait vivre de sa retraite ou au moins occuper cette fonction de manière bénévole. Il n'a pas la compétence pour aller au Conseil Si. constitutionnel. Et alors quand on a 74 ans et après tout ce qu'il a fait, il ne peut pas le faire bénévolement? Là, vous dites les cahiers de doléances, c'est les cahiers de l'espérance. Exactement. Le 16 mars, vous allez voir le Premier ministre Édouard Philippe et vous allez, avez-vous dit, lui remettre les projets du Parti communiste. Oui, les 10 propositions Les 10 pour les Français. Là, aujourd'hui, quelle piste? Une ou deux? Ce qui remonte le plus et ce qui sera en tête des propositions, ça concernera essentiellement le pouvoir d'achat. C'est une pension minimum qui serait autour de 1 200 € et ensuite une augmentation du SMIC, des salaires, à commencer par le SMIC, une augmentation qui devrait être de entre 15 et 20%, c'est ce que nous sommes en train de regarder, et la manière dont nous allons le mettre en œuvre, en utilisant notamment le CICE pour accompagner les entreprises qui auraient du mal à assumer cette hausse du SMIC. Le succès du grand débat, comment vous l'expliquez? Vous n'y avez jamais cru? Si, je l'ai cru. Ah bon, vous y avez cru? J'ai Vous décidé êtes entré dedans? Ouais. Ah oui, on a décidé tout de suite d'en organiser nous-mêmes. Alors? Eh bien, le succès, mais c'est parce qu'il y a une attente qui est énorme. Il y a les gilets jaunes que vous voyez qui manifestent, mais il y a tous ceux qui n'ont pas de gilets jaunes et dont la colère est aussi forte et qui ont besoin d'exprimer leurs attentes, leurs aspirations. Donc le président de la République a intérêt à ne pas les décevoir lorsqu'il donnera toutes ces mesures. Mais c'est pire que ça, c'est que s'il a reçu 850 000 cahiers de doléances comme moi j'ai reçu, où on demande la hausse des pensions, la hausse des salaires, un plan d'urgence pour nos services publics, notamment dans les hôpitaux, et qu'il n'entend pas ça, et qu'il n'y répond pas, mais c'est une bombe à retardement qui vient de rentrer à l'Élysée. Vous allez participer avec le PC à la campagne pour les européennes, vous espérez faire, je ne sais pas, 2, 3, 4% peut-être rassembler. Plus, nous espérons avoir des députés européens qui défendront nos services publics. Quand on voit l'addition notre de vos sociale. propositions, vous dites déjà que les 3% de Maastricht, vous en fichez. Ah ben bien sûr, mais ce sont ces 3% de Maastricht qui ont Donc tué la France, qui ont tué l'Europe. Et on peut dépenser ce qu'on veut. Mais c'est pas qu'on peut dépenser ce qu'on veut, c'est que d'abord il faut aller chercher l'argent là où il est, l'évasion fiscale, taxer à la source les bénéfices des multinationales avant qu'ils aillent les planquer dans les paradis fiscaux, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est le cavage, vous savez bien que de l'argent il y en a dans ce pays. Comme disait quelqu'un que vous connaissez qui était à Champigny, il faut chercher l'argent là où elle est. Ben oui, au-dessus de 50 000. Oui, mais regardez, c'est à peu près ce que disaient. Regardez ce que disaient les Italiens. Au moment de leur campagne, de gauche ou du centre ou de droite, ils disaient à peu près ces arguments. Aujourd'hui, ils sont en récession. Et ils menacent en même temps l'Italie et toute l'Europe. Ouais. Il faut faire attention, non? Ouais, non, je ne pense pas qu'il faut faire attention. Il y a aussi beaucoup d'économistes qui disent que l'argent existe, qu'il est concentré dans les mains de quelques-uns. Les 8 milliardaires français les plus riches de notre pays détiennent autant que les 30% des Français les plus pauvres. On n'a jamais vu autant d'inégalités. Il n'y a jamais eu autant de richesses concentrées dans les mains de quelques-uns. Qu'est-ce qu'on fait si on le fait aux 8 là? Mais on demande une meilleure répartition. On les met en prison, qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai jamais dit de mettre qui que ce soit en prison. Nous demandons des lois pour mieux répartir les richesses. C'est-à-dire qu'au lieu que LVMH aujourd'hui touche à ce point des dividendes Bernard Arnault et qu'on lui permette de faire de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale comme il le fait, eh bien on contrôle mieux et il y a une meilleure répartition des richesses. Au lieu de distribuer des dividendes aux actionnaires, augmentons les salariés et les ouvriers. Qu'est-ce que vous direz le 26 mai dans vos commentaires sur CNews le soir des élections, quand votre tête de liste, Yann Brossard, aura fait 2-3%, qu'est-ce que vous direz? Eh bien, j'en sais rien aujourd'hui parce que je ne connais pas le résultat et je ne sais pas ce qu'auront fait les autres. Ce que je sais, c'est qu'il y aura besoin en France d'un parti communiste pour reconstruire une gauche authentique, sincère, humaine et fière de ses valeurs. Merci Fabien Roussel, c'est notre premier rendez-vous. Demain, je recevrai Nathalie Loiseau, ministre d'une Europe qu'elle connaît si bien que certains l'imaginent déjà comme tête de liste ou possible tête de liste macroniste, bien qu'il y ait Agnès Buzyn et peut-être quelques autres. Bonne journée. Merci à vous.